Bienvenue à tous, c'est InfoSoir, voici les titres de ce samedi. 5 jours après la rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et ses voisins du Golfe, le chef de la diplomatie qatarienne s'est rendu à Moscou pour y rencontrer son homologue, Sergueï Lavrov. La Russie s'est dite prête à agir pour tenter de faire baisser la tension dans la région. Pour amorcer un dialogue autour des revendications des manifestants de la ville d'Al Hoceïma, des militants associatifs se sont rendus sur place et ont rencontré les élus et les autorités locales. Objectif, réunir le maximum d'informations et faire avancer les discussions. Marrakech confirme son statut de ville écologique. Depuis la COP22, la cité ocre s'est résolument mise au vert. Éclairage public solaire, traitement et valorisation de déchets. Même le secteur touristique a développé son label vert, une manière de concilier émergence économique et développement durable. Elle a perdu la vie lors des attaques terroristes de Ouagadougou en janvier 2016. Leila Alaoui, photographe marocaine, a laissé derrière elle une œuvre militante largement consacrée à l'égalité et à la justice. Depuis hier, 40 photos et textes de l'artiste sont exposés à Rabat. Madame, Monsieur, bonsoir. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour contenir la crise entre le Qatar et ses voisins. L'embargo décrété par plusieurs pays du Golfe contre Doha entraîne de multiples réactions, des réactions parfois contradictoires comme aux États-Unis. Alors que Donald Trump dénonce le financement qatari du terrorisme, son secrétaire d'État, lui, exhorte les pays du Golfe à alléger le blocus autour de Doha. Le récit est de Amina Benkhal. Du côté américain, les déclarations sont contradictoires au sujet du Qatar. Alors que le secrétaire d'État Rex Tillerson prône l'apaisement entre les pays du Golfe, Donald Trump affiche lui une position sans équivoque. Le temps est venu de demander au Qatar d'arrêter le financement du terrorisme. Le pays doit aussi mettre un terme à l'idéologie extrémiste derrière ce financement. De son côté, la chancelière allemande s'est dite inquiète de la situation au Qatar. Elle a appelé au règlement de ce différend régional. Même son de cloche pour Moscou qui parle de régler les malentendus entre les pays du Golfe. En déplacement en Russie, le ministre des Affaires étrangères qatari évoque la nécessité de dialoguer. L'Arabie saoudite et Bahreïn n'ont pas manqué de commenter cette avalanche de réactions au sujet du Qatar. Riyad et Manama ont salué la position de Donald Trump condamnant le financement du terrorisme. Soutenues par les États-Unis, des forces kurdes ont pénétré dans l'ouest de Raqqa, en Syrie. Cette attaque a permis d'ouvrir un second front dans le principal fief syrien du groupe terroriste dit État islamique, selon les combattants kurdes et une ONG. 7 mois après avoir lancé une vaste offensive visant à chasser les terroristes de leur capitale en Syrie, les forces démocratiques syriennes ont pénétré cette semaine pour la première fois à Raqqa par un quartier de l'est de la ville. Raqqa, capturé par Daesh en 2014, est devenu le symbole des atrocités des terroristes ainsi qu'une base pour la planification d'attentats commis à l'étranger. 8 candidats à l'immigration clandestine morts, noyés, plusieurs dizaines portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Les corps des migrants étaient coincés dans les plis d'un canot pneumatique dégonflé, repéré à plus de 9 km au large de la ville de Garabouli. Selon les gardes-côtes, ce type de canot peut transporter jusqu'à 120 personnes. Il y aurait donc plus d'une centaine de disparus qui se seraient noyés. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, depuis le début de l'année, environ 1778 personnes sont mortes ou portés disparus dans leur tentative de traversée de la Méditerranée. En France, la campagne des élections législatives vient de s'achever. Les électeurs voteront dès demain pour le premier tour de ce scrutin. Et selon les derniers sondages, la République en marche arrive en tête avec 31% des intentions de vote et une projection de 397 à 427 sièges à l'issue des résultats. Les développements avec Rizlan Taipi. Un mois après avoir accédé à l'Élysée, Emmanuel Macron semble en passe d'obtenir une large majorité au Palais Bourbon. La victoire aux législatives est une condition sine qua non pour réaliser les réformes promises pendant la campagne électorale au sein d'une assemblée qui sera profondément renouvelée. Selon les derniers sondages, la République en marche est créditée de 30% des intentions de vote devant le parti de droite, les Républicains 20% et le Front National 18%. La question que les Français doivent trancher dimanche, et puis dimanche prochain, c'est est-ce qu'ils veulent donner au président de la République et au gouvernement qu'il a nommé une majorité le mettant en mesure de lancer cette opération de redressement du pays. C'est ça la question qui est posée.
La France insoumise du porte-étendard de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, obtiendrait 12,5%, loin devant le Parti socialiste qui ne récolterait que 8%. Près de 47 millions de Français devraient se déplacer demain au bureau de vote. Le scrutin se tiendra une nouvelle fois sous haute protection policière avec la mobilisation de 50 000 policiers et gendarmes. Et je suis motivée parce que je vote toujours et que je voterai cette fois-ci, mais c'est vrai qu'on est un peu perturbé. Moi, j'ai une sensibilité de gauche depuis toujours, mais c'est vrai que là, on est un petit peu perdu. Il y a un enjeu certain, oui, parce que ça dépendra de... C'est l'Assemblée qui vote les lois, le président ne peut rien faire sans l'Assemblée. D'après plusieurs projections, il pourrait avoir près de 400 députés, bien au-delà du seuil de 289 sièges requis pour obtenir la majorité absolue, même si les spécialistes appellent à la prudence en raison notamment d'un niveau d'abstention qui pourrait atteindre un record depuis 1958. Les Français de l'étranger qui ont voté par anticipation le week-end dernier ont plébiscité les candidats de La République En Marche, en mesure de l'emporter dans 10 des 11 circonscriptions en jeu. Retour au Maroc, direction El Hoceima, où un groupe de représentants de la société civile s'est rendu ces 3 derniers jours pour amorcer un dialogue autour des revendications des manifestants de la ville, des militants associatifs qui ont également rencontré les élus et les autorités locales. Objectif de leur déplacement, réunir le maximum d'informations afin d'élaborer un rapport détaillé. Il s'agit d'émettre des recommandations qui visent à faire avancer les discussions sur la situation qui prévaut dans la région. Reportage Abdelhamid El Mourabet et Mohamed Hajjoub, le récit est de Mehdi Soufiane. Durant 3 jours, ils ont débattu avec les diverses composantes de la société civile à Al Hoceima. Ces militants associatifs sont allés à la rencontre des habitants de la ville, ainsi que des élus et des autorités locales. Nous constatons qu'il y a des revendications sociales qui peuvent être réalisées, comme l'avait souligné l'instance Équité et Réconciliation en 2005. Il faut répondre aux attentes de cette région. Nous devons poursuivre le chantier de la réconciliation. Face à la situation qui prévaut à Al Hoceima, je pense que nous devons privilégier le dialogue. Ces militants associatifs ont notamment rencontré les membres de la Commission régionale des droits de l'homme. Ils m'ont demandé certains éclaircissements relatifs aux manifestations à Al Hoceima. J'ai présenté la situation à ces militants qui sont des personnalités ayant longtemps œuvré à la défense des droits de l'homme. Nous recueillons une quantité importante de données que nous étudions. Nous allons également sur le terrain. L'objectif est de trouver les solutions adéquates. Nous avons aussi rencontré les élus, les autorités locales. Nous voulons recueillir toutes les données relatives aux manifestations et à leurs causes. Suite à cette visite à Al Hoceima, un rapport détaillé sera établi, un document qui contiendra également plusieurs recommandations. C'est une problématique que la cité ocre a pris à bras le corps. À Marrakech, plus de 3000 familles vivent encore dans des logements insalubres. Il s'agit des habitants du quartier Moulay Azzouz qui espèrent bénéficier des actions de relogement. Les autorités locales soulignent qu'une opération de réaménagement de la zone est en cours. Les explications dans ce reportage de Sder Benzena Ferragomad. Le récit est de Mehdi Soufiane. C'est au nord de Marrakech qu'est situé le bidonville connu sous le nom de Douar Moulay Azzouz. Ses habitants réclament de meilleures conditions de vie à travers une opération de relogement. Nous sommes fatigués de vivre dans ces conditions. Nous voulons simplement un logement décent. C'est ce que nous attendons depuis 2004. Nos demandes sont légitimes. Ces habitants doivent vivre dans des conditions décentes. De leur côté, les autorités affirment qu'un projet de réaménagement est en cours au nord de Marrakech. Au Douar Moulay Azzouz 1, le projet de réaménagement a été lancé. Mais au Douar Moulay Azzouz 2, les habitants ont refusé le réaménagement et demandent une opération de relogement. C'est ce qui explique le retard constaté au niveau du programme relatif à ce bidonville.
Près de 3000 familles vivent encore dans des bidonvilles à Marrakech, la ville ocre où plus de 18 000 familles ont d'ores et déjà bénéficié du programme Ville sans bidonville. Nous restons à Marrakech qui confirme son statut de ville écologique depuis la COP22. La cité ocre s'est résolument mise au vert. Aménagement d'espaces verts, éclairage public solaire, traitement et valorisation de déchets ou encore transport urbain écologique. Les projets sont nombreux. Même le secteur touristique a développé son label vert, une manière de concilier émergence économique, aménagement urbain et développement durable. Retour sur les projets les plus novateurs dans ce reportage de Rafik Agomad, le récit et de Sarah Jabli. À une poignée de kilomètres de Marrakech, le centre d'élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés est fin prêt. Un projet unique en son genre au Maroc, installé à proximité de la nouvelle décharge de la ville, où des tonnes d'ordures sont transformées quotidiennement en biogaz, puis en énergie électrique. Ces deux structures permettront la réduction des rejets de gaz polluants dans l'air de près de 60 000 tonnes annuellement. Nous avons constaté de visu l'impact sur la population car la nouvelle décharge ne dégage plus d'odeur nauséabonde. C'est un projet pilote et qui devrait être généralisé dans toutes les régions. Un autre projet par lequel se distingue Marrakech, celui de la création d'une centrale solaire d'une puissance de 750 kW crête pour l'alimentation de la station de recharge des bus électriques. La centrale solaire contient 13 onduleurs. Le rôle de ces derniers permet de transformer l'énergie continue en énergie alternative en basse tension. Puis il traverse le transformateur pour élever la tension à 20 000 kVA qui permet d'être utilisé à n'importe quel consommateur à Marrakech. C'est un projet novateur, il était donc normal de rencontrer des obstacles administratifs et techniques, mais la station devrait être opérationnelle d'ici quelques semaines. Ces chantiers s'insèrent dans le cadre du projet Marrakech, cité du renouveau permanent lancé en 2014 par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un programme colossal qui prévoit un volet dédié à l'environnement et au développement humain, mobilisant près d'1 milliard de dirhams. Un mot à présent sur cette réunion du comité de vigilance des secteurs des hydrocarbures. Lors de cette rencontre organisée à Rabat, le comité a appelé les professionnels à examiner les facteurs influents sur le développement des marges bénéficiaires liées au prix de consommation. Le comité s'est également informé des résultats des investissements réalisés ou programmés dans ce secteur en vue d'assurer l'approvisionnement permanent du Maroc de ces matières stratégiques. C'est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité et l'OFPPT, le centre de formation et d'insertion des jeunes de la commune de Bnirlef dans les environs de Mohammedia profite à 400 bénéficiaires qui suivent des formations dans différents domaines. L'établissement propose aussi des ateliers de couture, de câblage électrique et des cours d'alphabétisation aux plus démunis. C'est un reportage de Oussama Oufker et Driss Kohen, le récit est de Rizlan Taipi. À Bnirlef, on se découvre des vocations grâce au centre de formation et d'insertion des jeunes. Au total, 400 bénéficiaires y sont inscrits. Ils ont ici l'occasion de profiter de formations qualifiantes dans plusieurs domaines. J'ai beaucoup appris dans ce centre. Je suis très à l'aise ici, surtout que j'ai opté pour un atelier qui m'a toujours intéressé. Je me suis familiarisée avec les techniques de couture. C'est une formation qui nous donne plusieurs outils en main. Entre ateliers de couture et cours d'alphabétisation, le centre mise sur le potentiel des habitants de la commune de Bnirlef. Plus besoin de se déplacer jusqu'à Mohammedia pour s'inscrire dans ce genre de formation. Ce centre a offert plusieurs opportunités aux habitants de cette région en assurant des cours dans 4 domaines. Les bénéficiaires de cet établissement devaient se déplacer jusqu'à Mohammedia pour avoir ce genre de formation. Aujourd'hui, le souci de la proximité ne se pose plus. Favoriser l'insertion professionnelle des personnes les plus démunies, c'est donc l'objectif de cet établissement, le fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail.
C'est un outil de lutte contre la maltraitance infantile et la pédophilie. L'association Touche pas à mon enfant lance le premier guide de prise en charge des victimes ainsi que des formations pour lutter contre la pédophilie. Après 13 ans de combat, l'ONG lance ce document en 3 langues, arabe, amazigh et français, afin de sensibiliser au danger de la pédophilie et indiquer aux victimes et aux animateurs associatifs les démarches à suivre pour faire valoir leurs droits. Ce guide est disponible librement en téléchargement sur le site officiel de l'organisation. Elle a perdu la vie lors des attaques terroristes de Ouagadougou en janvier 2016. Leïla Alaoui, photographe marocaine, a laissé derrière elle une œuvre militante largement consacrée à l'égalité et à la justice. Depuis hier, 40 photos et textes de l'artiste sont exposés à Rabat, une série de portraits qui retrace le parcours exceptionnel de Leïla Alaoui, un travail mené autour des valeurs de multiculturalisme et du respect de l'autre. Ce sont des images de Mstafa Saadoni commentées par Hind Blalmbi. Des visages apaisés qui reflètent la richesse culturelle et communautaire du Maroc. C'est ce qu'a choisi d'immortaliser Leïla Alaoui et cette exposition vise à lui rendre hommage ainsi qu'à toutes les victimes innocentes de la barbarie terroriste et à faire revivre son esprit de militante. Leïla Alaoui était courageuse, elle traitait de thèmes que personne ne voulait aborder, que tout le monde voulait masquer. Elle avait le courage de ses principes. Aux côtés des photographies, des textes et des versets coraniques sont également affichés au sein de cette exposition posthume qui prend place dans la rue pour rappeler que la haine ne tuera pas les valeurs du vivre ensemble. Nous avons choisi de réaliser cette exposition dans un espace ouvert pour montrer que nous continuerons à vivre nos vies et à mener les combats de Leïla Alaoui, qui sont ceux du droit à la différence, du vivre ensemble, de la tolérance et de la lutte pour les droits des migrants. L'exposition fera le tour du monde pour partager les photos de Leïla Alaoui qui sont plus expressives que tous les mots et qui viennent redonner une voix à tous les oubliés. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. 5 jours après la rupture des relations diplomatiques entre le Qatar et ses voisins du Golfe, le chef de la diplomatie qatarienne s'est rendu à Moscou pour y rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. La Russie s'est dite prête à agir pour tenter de faire baisser la tension dans la région. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour contenir cette crise. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site de zem.ma. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel aux alentours de minuit 30. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 22h. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.